Alors, je vais vous parler de l'histoire du scoutisme en France. Alors déjà, une petite introduction. Le scoutisme, il y a une différence entre le scoutisme, le patronage et les colonies de vacances. Il y a des réglementations différentes. Toute association qui se dit scout est scout. Maintenant, elle ne va pas répondre à la même réglementation si elle est agréée par l'État ou non. Il y a une... Alors, les patronages, il faut des BAFA, BAFD, les brevets d'aptitude à la fonction d'animateur, brevets d'aptitude à la fonction de direction. Les accueils de scoutisme agréés, les associations agréées de scoutisme, elles ont leur propre formation et leur propre diplôme, qui ne sont pas équivalents, enfin, qui sont équivalents, mais qui ne donnent pas accès, par exemple, les chefs, je pense que je connais, les chefs scouts d'Europe, n'ont pas besoin du BAFA pour encadrer un camp scout, et donc ne peuvent pas encadrer, ne peuvent pas être moniteurs de colonies de vacances. Chez les scouts de France, c'est différent. Non. C'est pareil. C'est pareil. Ils n'ont pas tous le BAFA chez les scouts de France. Scout et guide de France, oui. Scout et guide, oui, excuse-moi. Vous pouvez me répéter, je crois. Mais... Non, c'est un défaut. Alors, il y a des places ici, il faut s'approcher. Donc le scoutisme, en fait, il prend racine à la fin du 19e siècle. Il y a des pédagogues qui réfléchissent à l'éducation, à comment éduquer au mieux les jeunes et sortir du système éducatif où le jeune est derrière son bureau, les bras croisés, n'a le droit de rien dire et écoute le maître. Donc en Italie, on va avoir une pédagogue, c'est Maria Montessori. Aux États-Unis, William Byrd. Au Royaume-Uni, on en a un que vous connaissez, c'est Baden-Powell. En Allemagne, ils vont faire n'importe quoi. Il n'y a pas de pédagogue qui réfléchit. C'est tout le monde fait ce qu'il veut. Ça s'appelle les oiseaux voyageurs et les jeunes partent en groupe, auto-constitués, faire du camping, aller dans la nature, vivre libre. Et ça, c'est une demande de la fin de ce siècle. Alors, c'est plus ou moins encadré. Comme je vous dis, aux États-Unis, il y a les fils de David Bowie, par exemple. David Bowie, c'est un pionnier. C'est Daniel Boone. Daniel Boone, oui. David Bowie, Oui. Et Bowie, c'est l'inventeur du couteau Bowie qui est Daniel Boone, les Boys Brigade et donc les Van der Vogel Alors j'ai des critiques très affûtées dans l'assistance. C'est mes amis. C'est d'abord des frères scouts, ensuite c'est des amis. Donc Donc, ce qui est cherché, c'est moins de contraintes vestimentaires, plus de liberté individuelle. Alors, moins de contraintes vestimentaires, j'en reparlerai pour les années 30, où il y a quand même eu des essais de scoutisme, et même dans les années 80, dans une ville qui s'appelle Valence. Ah, il faut rire un peu. Donc, en France, il y a un officier de marine qui est envoyé en Angleterre en stage pour apprendre l'anglais. Parce qu'on s'aperçoit que l'anglais est utile dans le travail des officiers. Et donc on envoie un garçon qui s'appelle Nicolas Benoît, que voilà. Avec ses belles moustaches en croc. Et Nicolas Benoît, il rencontre les scouts en Angleterre. Lors de son stage, qui se passe en 1910-1911, et il se dit, mais ça, c'est pas con, hein. C'est même intelligent. Je vais en rendre compte à mon ministre. Et c'est étonnant, il n'en rend pas compte au ministre de l'Éducation, de l'Instruction publique, il en rend compte au ministre de la Marine, qui s'appelle Delcassé, et qui est
en admiration devant l'Angleterre et ce que fait l'Angleterre. Il est à l'origine de l'entente cordiale en 1904 entre la France et le Royaume-Uni. Donc, Delcassé va dire « mais c'est merveilleux, je vous donne des possibilités pour lancer le scoutisme en France ». Et il va lui faire rencontrer plein de monde, en particulier des journalistes. Il va rencontrer le directeur de l'école des Roches, qui est une école dans l'Eure, qui est une école un peu élitiste où les diplomates mettent leurs enfants en pension. Et donc, il va y avoir, donc dès 1910, il y a des gens qui s'y sont intéressés en France. Il y a le pasteur Gallienne dans la plaine de Grenelle, il y a Georges Berthier, donc le directeur de l'école des Roches, Nicolas Benoît, et Pierre de Coubertin, le relanceur des Jeux olympiques modernes. Et en octobre 1911, en l'absence de Nicolas Benoît, qui lui a dû repartir sur son bateau, il est en Tunisie à ce moment-là, on crée la Ligue d'éducation nationale à la Sorbonne, grand raout, grand rassemblement, tout le monde est là, tout le monde se congratule. Et ça, c'est en octobre 1911. Un peu plus d'une semaine plus tard, il y a déjà un deuxième mouvement qui se crée par Coubertin. C'est les éclaireurs français, Boy Scouts français, le 27 octobre 1911, parce que Coubertin, lui, il n'est pas anglophile. Il trouve que la loi de Baden-Powell, elle est inutile. Que la promesse, le serment, vous l'appelez comme vous voulez, ça ne sert à rien. Bon, en réalité, le scoutisme, pour lui, c'est plus grand-chose. Mais bon. Et le 2 décembre 1911, donc un mois plus tard, est créée l'Association des éclaireurs de France. En novembre 12, officiellement, les éclaireurs unionistes, qui eux sont d'inspiration protestante, parce qu'ils disent « ouais, mais les éclaireurs de France, ils sont un peu trop laïques. » Déjà. Alors, voilà l'insigne, je vais faire passer l'insigne de la Ligue d'éducation nationale, les éclaireurs français. Donc de Coubertin, alors vous voyez, il est très français, hein, il n'y a pas de fleur de lys, de trèfle, c'est un Gaulois, hein, sans peur, et voilà, hein, on est français, et on parle français, et on ne s'inspire pas de ce qu'il a écrit, le général anglais, parce qu'on ne peut pas le voir. Me disait dernièrement quelqu'un, oui, mais les Anglais, c'est notre ennemi héréditaire. Et je dis, d'accord, mais mon grand-père, lui, la balle qu'il a tuée en 1916, c'était pas une balle anglaise. Les éclaireurs de France vont prendre un insigne. Là, ils vont prendre tout droit comme devise, et ils vont prendre un arc. Voilà. Et les éclaireurs unionistes, eux, ils vont prendre un coq comme insigne. L'oiseau bien foncé qui lance son cocorico même avec les pieds bien enfoncés dans le fumier. Mais c'est bien connu. Mais voilà les insignes donc d'avant la guerre de 14-18. En 1912, il y a une première traduction d'éclaireur. Le livre de Baden-Powell, qu'il a écrit en 1908, mais on le traduit en français. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce que le traducteur écrit. Alors, nous n'avons ni les mêmes institutions, ni les mêmes mœurs, ni les mêmes habitudes, ni les mêmes traditions. En plus, des profondes différences séparent les méthodes éducatives de l'enfance employées chez les deux peuples. On parle anglais-français. Avant tout, nous avons donc tenté de faire un livre pour les petits Français, en majuscule, comme Trump. Un livre qui corresponde à leur tempérament propre et ne contienne rien de nature à les surprendre ou à les désorienter.
le Scouting for Boys, donc éclaireur, comporte une suite de conversations familières autour du feu de camp, au cours desquelles sont introduites, sans ordre naturel, comme elles se présentent, toutes les matières constituant le scoutisme. Il nous a paru que cette façon de traiter les sujets au hasard de la fourchette dérouterait nos enfants habitués à l'ordre et à la clarté d'exposition qui forment le fond de nos méthodes pédagogiques et sont bien le propre de notre génie national. Tintin, tintin, tintin. Ce qui fait que maintenant, on arrive encore à bien lire Éclaireur de Baden-Powell, même traduit en français, et que le livre de l'Éclaireur, écrit par un Français suivant les méthodes cartésiennes, plus personne ne le lit, ou alors s'endort à la 4e page. Nous sommes en 1913 et nous sommes en 1914. Les chefs sont mobilisés. Et là, les chefs mobilisés, eh ben, c'est les CP, chefs de patrouille, qui vont prendre de l'ampleur dans leur travail de chef de patrouille. Ils acquièrent de l'autonomie. Il n'y a pas de chef, ils sont au front. Il faut bien faire tourner le scoutisme tel qu'il est conçu à l'époque. En 1916, il y a un jeune homme qui a connu le scoutisme à Alexandrie, où son père était où travaillait, qui arrive en France et qui va voir son vicaire à Saint-Honoré-des-Laux. Il s'agit de Paul Cause. Et il dit, moi je veux faire du scoutisme. Et le chanoine Cornette, qui se dit, expliquez-moi, rendez-moi compte. Et il dit, c'est bien ça. Donc il va créer une troupe, les entraîneurs de Saint-Honoré-des-Laux. Et le chanoine Cornette va rencontrer aussi le père Sevin, qui lui a connu le scoutisme en Belgique, parce que en tant que jésuite, il avait été chassé de France en 1905 avec l'expulsion des ordres religieux. Et ils vont se retrouver. Ils vont retrouver aussi un prêtre qui, à Nice, avait lancé les Éclaireurs des Alpes, la première troupe qui est devenue première scout de France, première France, la première Nice, l'abbé d'Andréis. Et en 1920, ils se disent, nous, on va fonder un scoutisme catholique. Il y a déjà l'unioniste, il y a déjà le laïque. On va faire quelque chose on va penser à un scoutisme catholique. Et donc, ils créent en 1920 les Scouts de France, un peu pressés par le temps, parce qu'ils veulent participer aussi au Jamboree, à la première rencontre internationale de scouts qui se trouve en Angleterre. En 1921, les filles arrivent sur le marché en disant, nous aussi, ça faisait longtemps en Angleterre, mais en France, 1921, il y a la Fédération française des éclaireuses qui est ouverte à toutes, c'est-à-dire laïque, neutre, c'est laïque, pardon, et protestante. Viendra ensuite les Israélites qui rejoindront la Fédération française des éclaireuses. Et en 1923, sont créés les guides de France, qui disparaîtront en 2004, avec la fusion des scouts et guides de France. Donc si je me trompe encore en disant scouts de France, vous corrigerez de vous-même, mais c'est scouts et guides de France maintenant. Donc les guides de France, et en 1923 aussi, les éclaireurs israélites sont fondés en tant qu'association. Donc les scouts de France prennent la croix de Jérusalem, la croix potencée, avec, à l'époque, non pas un lys, mais un trèfle, qui représente franchise, dévouement, pureté, tout simplement parce que le lys, en 1920, c'est trop politiquement marqué royaliste, et que ça ne passerait pas dans l'opinion publique. Les guides de France prennent à peu près le même
le même symbole, hein, c'est-à-dire la croix potencée avec un trèfle. Les éclaireurs françaises, c'est un trèfle. Et les éclaireurs israélites, c'est les lions de Juda. Alors, une petite... Baden-Powell, quand il écrit éclaireur, a du mal à se décider, si je peux dire, entre la fleur de lys et la pointe de flèche. Dans éclaireur, il utilise la pointe de flèche ou la fleur de lys au fur et à mesure des pages. En fait, ce qu'il veut dire, c'est ce qui indique le nord ou une direction sur les cartes anciennes. La fleur de lys sur les cartes anciennes apparaît en 1492, systématiquement, pas avant. Mais après, ça devient quasiment la norme. Et c'est à partir de la fin du XVe siècle que la flèche ou la fleur de lys indique le nord. Avant, c'était les vents principaux, parce que une boussole, c'est utile, mais c'est surtout les vents qui servaient aux marins à l'époque qui avaient du mal à naviguer au charbon. Alors en 1924, il y a le deuxième Jamboree mondial qui se passe au Danemark. En 1929, c'est de nouveau en Angleterre. En 1933, c'est en Hongrie, un grand moment. En 1937, c'est aux Pays-Bas. Et va se dérouler, va partir de Pays-Bas. Donc c'est le dernier Jamboree auquel Baden-Powell va participer. Mais il va se dérouler quelque chose au niveau français, c'est-à-dire le départ de deux aventuriers, Guy de Larigaudy et son compagnon Roger Drapier, pour rallier Paris à Saïgon en voiture. Et ils vont y arriver. Drapier sera tellement passionné par l'Indochine qu'il y restera d'ailleurs. Guy de Larigaudy rentrera en France pour continuer à faire sa promotion personnelle. Oui, des fois, je mets des petites vacheries comme ça. Mais bon, Guy de Larigaudy meurt glorieusement en 1940 parce qu'il n'a pas compris qu'un chargé à cheval à un Panzer allemand, c'était beaucoup moins résistant. Le cheval, hein, pas le Panzer. En 1940, il y a les Allemands qui sont chez nous et qui interdit le scoutisme en zone occupée. Il n'empêche que les scouts et les guides, c'est peut-être interdit, mais on a quand même des activités. On les cache, on les camoufle, on risque sa vie pour le faire. Mais on a des tonnes de photos faites d'activités scouts pendant la guerre en zone occupée. Des gens se mettaient... L'uniforme était interdit en zone occupée. Il y en a qui se prennent en photo en uniforme pour montrer leur résistance. Et ça, c'est... On en parlait tout à l'heure avec donc Paul Dupont, l'archiviste des SGDF. Il y avait un sentiment de résistance. Il y en a qui ont fait les imbéciles comme d'autres, mais il y avait quand même un fond anti-occupant. Je dirais pas anti-allemand, c'est pas le principe. Alors, dans les jamborees, on a quand même des choses intéressantes, des souvenirs intéressants. C'est que, par exemple, les chefs de délégation, les grands chefs, portaient un brassard. Et alors, vous voyez, je vais le faire passer aussi, mais le brassard, il y a l'insigne des éclaireurs de France
l'insigne des scouts de France et l'insigne des scouts des éclaireurs unionistes, pour bien montrer que c'était l'ensemble du scoutisme, là c'est masculin, qui était représenté. Ça, c'est le brassard d'un inventeur d'une gamelle de Caen qu'on appelle la Bonamo, et c'est le brassard de Charles Bonamo, qui est visible au musée, tenu par le réseau Baden-Powell, à côté de Nancy, à Torre-Lyoté. Donc en 1941, il y a le scoutisme français qui se crée. Avant, il y avait une structure un peu libre, mais il y a officialisation, et donc les insignes deviennent normalisés. Et donc, ils deviennent sur un écu ancien, dit français ancien, c'est la flèche, c'est une fleur de lysée, une croix fleur de lysée, c'est-à-dire que les fleurs de lys sont au bout des pattes de la croix. On prend le lys parce que il y a moins de problèmes politiques avec le lys à l'époque, et les éclaireurs israélites. C'est ce qui va sauver l'association des éclaireurs israélites. Malgré bien des oppositions, où certains ne voulaient pas que les Israélites intègrent le scoutisme français. Et évidemment, il y a l'insigne du scoutisme français qui reprend sur un même insigne les trois symboles du scoutisme masculin de l'époque. Donc en 1941, il y a des petits jeunes qui sont partis en Angleterre pour continuer à se battre. Et donc il y a les éclaireurs français en Grande-Bretagne. En 1945, il y a un essai de rapprochement qui est avorté entre les éclaireurs de France et les partis communistes. Et voilà. Ils essayent. Bon, en 2025, ils sont à la fête de l'humanité. Donc, il a fallu 80 ans, mais on y est arrivé. Les patronages continuent doucement, mais s'étiolent petit à petit. Le dernier, en 1953, dans le diocèse d'Avranches-Coutances, dans la Manche, il y avait encore 5000 enfants dans les patronages. Et très peu de scouts, parce que l'évêque ne voulait pas de scouts. Et puis après, non, pas forcer la main, mais les patronages, on tournait vite en rond, on s'embêtait vite. Pourquoi l'évêque ne voulait pas de scouts ? Pour que les patronages puissent continuer à vivre. Et puis ne pas confier l'éducation à des laïcs. Il faut que ce soit des prêtres. Paix à son âme. 1953, bon, à Nantes c'était pareil, l'évêque était contre. Mais depuis 1910, à Nice, l'évêque avait autorisé le scoutisme. Donc, alors, pour différents prétextes très fallacieux, beaucoup d'évêques refusaient le scoutisme parce qu'ils reprochaient à Baden-Powell une inspiration franc-maçonne. Alors la franc-maçonnerie, c'est une idée philosophique avec une organisation, mais la franc-maçonnerie française n'est pas comparable avec la franc-maçonnerie britannique. Et Baden-Powell, suivant ça les travaux d'historiens reconnus et moi-même, traducteur d'éclaireurs, Baden-Powell n'était pas franc-maçon. Ses frères l'étaient, on en est sûr. Si Baden-Powell avait été franc-maçon, ça ne le gênait pas de le dire, ni de l'annoncer. Mais dans ses écrits, Baden-Powell n'utilise jamais un vocabulaire de franc-maçon. Jamais. J'ai pas une once. En 1945, les barrettes de fonction remplacent aussi les aigrettes.
hein, pour reconnaître les chefs de troupe ou les chefs. Avant, ils avaient des aigrettes. Alors, voilà l'insigne des éclaireurs français en Grande-Bretagne. C'est un peu rarissime, hein, quand même. Et voilà les photos des aigrettes. Photos des aigrettes. Alors, avant la guerre, ça c'est une aigrette de cheftaine de meute, d'Aquila. Hein, c'est jaune au départ, mais ça c'est passé. Et ça, c'est violet, c'est un commissaire de district scout de France. Voilà. Et je ne vais pas vous la passer tout de suite parce que j'ai encore derrière il y a une photo que je vais expliquer. En 1947, il y a une grosse question concernant justement la conception de la laïcité et de la présence ou non du spirituel dans les associations. Et un homme qui était au départ éclaireur de France crée les éclaireurs neutres de France en réaction parce qu'il trouve que on oublie trop la partie spirituelle. C'est-à-dire que à force de ne pas être laïque, on éteint toute la partie spirituelle du scoutisme. Or, Baden-Powell l'a écrit que tout éclaireur doit avoir une religion et pouvoir la pratiquer. On ne balaye pas ses convictions, on les met en pratique. On l'autorise à pratiquer ses convictions. Et ça, c'est important, à mon sens, pour cette idée, pour rester fidèle à l'idée de Baden-Powell, c'est-à-dire que son scoutisme est imprégné de spiritualité. Alors, lui était chrétien, anglican, mais de spiritualité chrétienne. Il ne rejetait pas pour autant les autres spiritualités, hein, musulmans, bouddhistes, mais il tenait à ce que ça soit quand même quelque chose qui, un peu la marche à l'étoile vers Dieu. Maintenant, ne pas croire en Dieu, c'est aussi une possibilité. Il n'était pas contre. Mais ce qu'il ne voulait pas, c'est que le scoutisme mette le boisseau, sous le boisseau cette partie importante où il dit, mais être scout dans la nature, c'est être en lien avec la nature, c'est la comprendre, c'est l'aimer et voir avec le Créateur. Et quel que soit le Créateur, quel que soit le nom que vous mettez au Créateur, la nature, elle existe. Profitez-en et puis pensez ce que vous voulez. Alors, ça c'est l'insigne des éclaireurs de France. Et donc là, maintenant que j'en ai parlé, je peux passer les photos des aigrettes et des éclaireurs neutres. Alors, en 1947, il y a un grand moment historique en France, c'est le 7e Jamboree à Moisson, dans une boucle de la Seine. Et puis, Michel Menu, qui était scout de France, se dit, on arrive après la guerre, les jeunes ont eu à mûrir pendant cette épreuve, et il reste de la guerre des techniques, du matériel technique qu'il faut exploiter. Et il dit, il faut les garder. Et puis, il y a derrière quand même une certaine raison, c'est que beaucoup de chefs scouts de France
qui s'occupent des plus âgés, 17-20 ans, ont été prisonniers en Allemagne et ont rencontré des membres du Parti communiste. Et ils se sont retrouvés relativement en phase, c'est-à-dire une communauté qui s'entraide, qui est prête à s'entraider, à aider l'autre. N'oublions pas que Marcel Dassault, il faisait régulièrement des dons au Parti communiste parce que c'était des communistes qui l'avaient aidé quand il avait été déporté. Hein, il y avait cette question de fraternité qui était importante. Mais Michel Menu, lui, il trouvait que les routiers, enfin les plus âgés, n'avaient pas à se préoccuper de politique, et donc il voulait les garder le plus longtemps possible au sein de la troupe. Et donc il fait une proposition Raider. Proposition Raider, et avec un bel insigne, celui-là. Il y avait des épreuves physiques, des épreuves de courage, des épreuves, pas impossibles à faire, mais ce qui est assez symptomatique pour les raiders, dans les romans scouts de l'époque, quand on met dans un roman, quand c'est un roman raider, le raider meurt à la fin. Il se sacrifie pour les autres. C'est systématique. Bon, on n'en est pas là quand même, mais ça voulait bien dire le raider va jusqu'au bout du sacrifice pour les autres. L'expérience raider, cette expérience raider Scout de France durera 17 ans, jusqu'en 64. Les derniers raiders Scouts de France, c'est en 1964, et ce sera le numéro 5016. Il y en a quand même eu 5016 en 17 ans. Des garçons qui ont réussi les épreuves qui leur étaient proposées. En 1958, il y a la création des Scouts d'Europe, qui est une émanation d'une idée autrichienne qui est passée par l'Allemagne et qui arrive en France par un auteur de romans scouts qui, ayant vu de la lumière un jour à Cologne en 58, avait été invité par ses lecteurs allemands et qui se retrouve commissaire fédéral. Comme quoi, il aurait peut-être fallu un jour que je voie de la lumière quelque part. Et donc, voilà la proposition Raider et voilà l'insigne des Scouts d'Europe. En 1964, la Fédération française des éclaireuses, dont je vous ai parlé, disparaît et intègre. Alors, les unités neutres intègrent les éclaireurs et éclaireuses de France. Les unités protestantes, les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. Et les unités israélites, les éclaireurs et éclaireuses israélites de France. 64. Et en 1965, c'est l'association des guides et scouts d'Europe. Alors c'est pareil, c'est la même association que les scouts d'Europe. Je répondrai aux questions à la fin, si vous en avez, j'espère, parce que je ne voudrais pas être tout seul à parler. Alors, depuis 1966, il y a eu plein d'associations. Alors, à un moment donné, on en comptait à peu près 200 au journal officiel, dont 60 vivaient. Alors, vivoter. En 1970, c'est les scouts unitaires de France. Alors, au moment, en 1964, les scouts de France décident de scinder les âges 12, 15, 15, 17, parce qu'ils avaient vu des dérives dues au système des raiders de Michel Menu. Il y a des unités qui n'ont pas voulu suivre la séparation, qui ont voulu garder 12-17 ans.
Et en 1970, ces unités scouts de France deviennent scouts unitaires de France. Partent des scouts de France. En 1986, c'est les Europa Scouts, qui est une scission des scouts d'Europe. En 1989, c'est la Fédération des éclaireuses et éclaireurs. Bonjour à vous. En 1990, c'est les scouts musulmans de France. En 2004, scouts et guides de France. En 2007, éclaireuses et éclaireurs de la nature, d'inspiration bouddhiste. Et donc, là, les scouts unitaires de France, l'insigne des Europa Scouts, des scouts musulmans de France derrière, et des éclaireuses et éclaireurs de la nature. Alors, depuis 1911, il y a des associations diverses. Alors, je vais vous les citer. C'est pas exhaustif, c'est-à-dire c'est pas complet. Alors, il y a les Chevaliers de France, les éclaireurs neutres européens, les scouts du Morvan. Alors, les scouts on en reparlera, mais les scouts du Morvan, c'est un insigne à une étoile à 5 branches. Les Rand Scouts, c'est une étoile à 4 branches. Et si vous voyez une étoile à 3 branches, c'est une Mercedes. Les Rand Scouts et les grandes guides. Les scouts libres. Alors les scouts libres, c'est un peu particulier, et là je m'arrête pour essayer de vous faire rire. Enfin, c'est pas très drôle. Les scouts libres, ils pratiquaient le naturisme. Donc je n'ai jamais su où est-ce qu'ils cousaient leurs insignes. Alors si vous avez des réponses, moi je prends, mais personne ne sait où ils cousaient leurs insignes. Bon, malheureusement, là je m'adresse aux parents, vous imaginez... Alors les parents le savaient, il n'y avait pas de problème. Bon, ça s'est mal fini. Je crois qu'il est encore en tôle, le chef. Les Gomjung, alors ça c'était dans le Nord. Europe Jeunesse, alors ça c'était un petit mouvement qui existe toujours, mais plutôt païen. Mythologie nordique, Thor, Odin revient, on est devenu fou. Alors il y avait Viking Jeunesse aussi. Alors c'était encore plus qu'Europe Jeunesse. Alors Viking Jeunesse, dans les années 80, ils étaient 6 dans l'association. Il y avait 2 scouts et 4 chefs. Je sais pas quel scout. Alors les éclaireurs neutres d'Île-de-France et même une association de scoutisme déclarait-elle à la préfecture qui s'appelait les Barres-de-Fous. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Alors il y a encore d'autres. Je vous en cite d'autres. Là c'était des associations laïques. Enfin laïques ou alors pour les protestants, porteurs de flambeaux, flambeaux et clair-flamme. Ils veulent beaucoup foutre le feu. Jeunesse adventiste, Royal Rangers. Ça, c'est les... Royal Rangers, c'est les... Les Mormons. Les éclaireurs évangéliques de France. Les éclaireuses et éclaireurs de l'Évangile. Parce que c'est pas le même, c'est pas le même évangile, donc... L'association angevine de scoutisme, les éclaireurs et éclaireurs de la Croix-Rousse, ça c'est à Lyon. Les scouts espérantistes, qui parlaient espéranto. C'est plus facile pour se comprendre. Les scouts de Cluse, et l'association de sauvegarde du patrimoine scout, qui est malheureusement bien connue, parce que, en fait, ça a été créé pour se faire du fric par le fondateur. Des associations aussi catholiques sur un vaste éventail de catholicisme. Les scouts de Doran, les scouts et guides catholiques de France, les scouts et guides Saint-Louis, les scouts Saint-Maurice, Fédération des scouts et guides Godefroy de Bouillon, Fédération de l'ordre scout, Écuyer de Saint-Michel, Scoutisme pour tous, tu parles, mon œil, Scout Saint-Benoît, Scout Saint-Georges, Scout Saint-Pie X et Scout Saint-Pie V.
Alors, à Nice, il y avait une troupe Scout Saint-Pie X. Et ils se sont fâchés entre chefs. Et il y a eu 2 associations qui se sont créées. Et les 2 associations ont pris le même nom, Scout Saint-Pie V. Donc j'attendais qu'ils se fâchent au sein de l'association Scout Saint-Pie V pour savoir si ça allait être les 2 associations, Scout Saint-Pie 2,5, ou Saint-Pie 2, ou Saint-Pie 3, ou Saint-Pie 7, pourquoi pas. Voilà. Donc, en quelques mots, voilà l'histoire du scoutisme en France. Beaucoup d'associations, de bonnes associations. Malheureusement, quelques dérives d'associations plus ou moins, qui se disent scouts et qu'on doit prendre comme des frères et des sœurs scouts. Maintenant, nul n'est à l'abri d'erreurs. Voilà alors les insignes. Donc, scout du Morvan, Rand Scout, scout et guide catholique, scout de... je sais plus... Encore, scout de l'Évangile, scout Saint-Benoît. Alors, pardon ? Naturiste, ben non, il n'y a pas, justement... Non. Les scouts de la nature, c'est d'inspiration bouddhiste. Non, mais ils n'existent plus, les scouts naturistes. Ils sont allés se rhabiller. On a fait, il y a la création du groupe, on était à côté du terrain nudiste de Vincennes. Oui. Sauf que c'était en hiver, donc on ne savait pas, on allait tout le temps à cet endroit-là. Et quand il a commencé à faire beau, il y a des gens nus qui couraient à côté des enfants, on a changé de terrain. Bon, c'est la nature, mais bon... Voilà. Alors, j'ai brossé très rapidement cette histoire du scoutisme en France. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez que je rebondisse sur certaines choses où je suis passé un peu vite? Alors, je prends honneur aux dames. Vous avez parlé de plusieurs romans liés au scoutisme. Alors, oui. Certains qui se finissent mal, mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait d'autres. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment une tradition littéraire alors, sur le scoutisme en France, aux États-Unis? Alors, en France, il y a la collection Signes de piste qui a été fondée en 1937 et où il y a plus de 120 romans qui font partie de cette collection. Alors, tous ne sont pas scouts, mais tous ont un fond scout. Il y a d'autres associations. Les Éclairs de France avaient lancé une autre collection qui s'appelait Jeunes de France. Il y a une dizaine de romans, dont quelques-uns scouts. Il y a eu aussi les Guides de France. Enfin, le Guide de France, ça a été la même collection qu'Alsacia. C'était mais il y a eu une production de romans très importante avec des auteurs très connus. D'ailleurs, après Jules Verne, un de ceux qui ont le plus vendu de livres, c'est un auteur de romans scout qui s'appelait, et j'ai plus son nom de plume, Yves de Verdillec, Serge Dalins. Voilà. Serge Dalins, qui a écrit la tétralogie des Princes Éric, et qui en a fait rêver plus d'un, et pleurer plus d'un, parce qu'évidemment, la mort d'Éric, il meurt au Champ d'honneur en 1940, pas comme un raider, mais parce qu'il est officier, il est prince déjà, et donc il est officier et à Dunkerque, il meurt. Mais voilà, il y a un grand nombre de romans scouts. Alors, avant 1937, il y en a quelques-uns de romans scouts. L'eau de rose à côté, c'est fade. Hein. Enfin, non, justement, c'est plus fade que de l'eau de rose. Hein. Des fois, on se demande, mais où est-ce qu'ils ont trouvé l'inspiration? Parce que franchement, c'est nul. Vous m'avez compris. Mais vraiment, hein, c'est vraiment nul. Et je les ai lus, hein.
Je les ai lus. Je me suis forcé. Bon, il y a d'autres bouquins de pédagogie. Il y a un bouquin de Michel Menu. Alors, j'ai une bibliothèque assez conséquente. J'ai réussi à lire tous les livres, sauf un livre de pédagogie de Michel Menu qui s'appelle Le mythe de la jeunesse. Je n'arrive pas depuis 40 ans à dépasser la page 4. Je n'y arrive pas. C'est physique. Non, mais même avec du 35-200, j'y suis pas arrivé. Oui, Mich. Oui, je voulais simplement signaler le livre aux sources du scoutisme français de Henri Viau, qui fut président des éclaireurs de France, et qui lui raconte effectivement la naissance du scoutisme en France. Voilà. Aux sources du scoutisme français introuvable. Oui, enfin, sauf au réseau Baden-Powell, où vous pouvez le demander gratuitement en consultation privée. Excellent livre. Excellent livre. Bon, il était éclaireur de France au départ, Henri Viau. Oui. Hein, Ouais. et donc, au musée de Nancy, on a son insigne du clan naturaliste de France, parce que, évidemment, comme on est scout, on s'intéresse à la nature et on s'intéresse aux animaux et aux plantes qui vivent dans la nature. Et fondateur aussi des sentiers de grande randonnée. Et fondateur des sentiers de grande randonnée. Avec l'oiseau. Avec l'oiseau. Oui, mais alors l'oiseau, je le conseille moins. Surtout ses dessins. Avec les vieux oiseaux. Surtout ses dessins. Donc, voilà, Henri Viau, donc aux sources du scoutisme français. Voilà. Donc vous pouvez le demander sur réseau-bp.fr. Un peu de pub, hein. Et puis un peu de pub aussi. Adhérer à la fraternité du scoutisme, mais aussi au réseau Baden-Powell. Hein. Il y a des tarifs pour les moins de 18 ans, les chômeurs, enfin les demandeurs d'emploi. Et puis qui encore, monsieur le trésorier? Non, c'est ça. C'est tout. Bon, moins de 25 ans. T'as l'insigne des tapoils. Ah, oui. C'est celui-là. Oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas que les naturistes. Ils l'ont utilisé. Il y a Europe Jeunesse aussi. Ils n'ont pas le même casque. Ah, oui, mais bon, ils aimaient bien les Grecs, quoi. Ah oui. C'est ça où est-ce qu'ils le mettent Sur le ceinturon, il l'avait. Ils avaient le droit à un ceinturon. Ah oui. Il fallait bien attacher Son couteau. Voilà. Bon, sur ce côté, bon, on en rit, mais bon, c'est pas. Oui. C'est pas. Non. Ouais. Bah, ça fait quoi? Ça fait 30 ans maintenant. 40 ans. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une histoire du scoutisme dans les dom-toms? Alors, oui, j'en ai pas parlé, mais il y avait le scoutisme dans les dom-toms et dans les anciennes colonies françaises a été assez important. Dans les DOM, il y a eu les Antilles, Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin même. Il y a eu la Réunion, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est arrivé, je dirais, plus après-guerre que avant. Enfin, sauf pour les Antilles, c'est arrivé dans les années 30. Mais le reste, c'est plus arrivé. Calédonie, des années 20, que du Jola. Oui, mais enfin bon, c'était cantonné à Nouméa, hein. Ah bah oui. Sur un territoire de 450 km de long. Pour les Kanaks, hein. Ah ben, Baden-Powell s'est battu très vite. Là, je passe sur la France, mais Baden-Powell s'est battu très vite, par exemple, pour qu'il y ait des unités hindoues en Inde. Parce que beaucoup de colons anglais considéraient que c'était pas normal que les hindous
puissent faire, enfin les Indiens puissent faire du scoutisme. En Amérique, c'est Frédéric Burnham qui s'est battu pour qu'il y ait des unités afro-américaines et il s'est battu contre les institutions locales qui, pour elles, le scoutisme, c'était obligatoirement blanc. Alors, bon, en France, on avait des unités au Sénégal, en Centrafrique, il y a eu tout de suite, au Maroc, les scouts de France qui étaient catholiques avaient un insigne spécial pour les unités non catholiques et les unités musulmanes en Afrique du Nord pendant la guerre, avec un croissant pour les unités musulmanes. Oui. Oui, et en Algérie, c'est les éclaireurs français qui avaient une forte implantation là-bas. Oui. Dans l'Algérie, évidemment de l'Algérie française. Oui, et le dernier commissaire général des éclaireurs français est mort à Nice il y a une vingtaine d'années. RIP André. Hein? Je connais pas. André Faubert? Ah si, oui, pardon. Excuse-moi. Surtout moi. Oui. Et donc tu parlais du scoutisme dans les dom-toms, mais ils étaient rattachés donc au... Alors ils étaient rattachés au mouvement qui existait en métropole, oui. Il n'y a pas eu à ma connaissance, il y a des historiens aussi dans l'assistance, mais à ma connaissance, c'était pas il n'y a pas eu d'association locale de scoutisme, mais ils étaient... Dans les années 80, 90, ouais. Oui, ça a à la Réunion, il y en a une. C'était les anciens éclaireurs neutres. Oui. Les groupes éclaireurs neutres de la Réunion ont fait sécession, ils ont créé leur association. Et il y a eu une association en Nouvelle-Calédonie. Oui, mais alors à Tahiti, c'est le scoutisme polynésien. Oui. Alors j'ai un mot, mais il n'est pas prononçable devant des oreilles attentives. C'est incompréhensible. Il y a les scouts mormons, les scouts Tinito. Alors Tinito, c'est les métis tahitiens chinois. Il y a les Laona. Il y a enfin bref, hein, un peu d'égo là-dessus, et ça fait autant d'associations que d'égo, quoi. Donc c'est un peu compliqué à Tahiti. Quand j'étais à Tahiti, j'ai essayé de comprendre. J'ai baissé les bras très vite. Je crois que les Liaona mormons, ils n'existent plus, parce que l'église mormon a condamné le scoutisme. Quand les Américains ont changer leur politique. Ah oui. En admettant... Oui. Mais... Oui, mais enfin bon. Oui, mais attends, attention. Tahiti, c'est Tahiti. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, Tahiti. Le Liaona fonctionne plus. Enfin, c'est Vincent qui le savait. Ouais, mais... Enfin, voilà. C'est... Dans certains coins, c'est pas compliqué, c'est plus que ça. D'autres questions? Oui. D'autres précisions? Oui. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus du scoutisme français en Grande-Bretagne? Parce que j'ai pas très bien compris du coup. Quand ils sont arrivés... Quand il y a eu des réfugiés ou des jeunes qui sont arrivés en Angleterre pour continuer pour rejoindre les forces françaises libres, ils n'avaient pas forcément l'âge encore pour s'engager, et donc ils ont créé les éclaireurs français en Grande-Bretagne. Il y avait deux groupes. Hein. Il y avait un groupe éclaireur unioniste qui était sur, je crois que c'est Chelsea, et il y avait le groupe c'est polonais, ça. de France catholique qui était sur la paroisse, côté de l'Est. Ah. C'est le chef de la troupe protestante qui était suisse, citoyen suisse, qui a aidé
à créer, à s'occuper des plus jeunes. Le président d'honneur était le général de Gaulle. Bah oui. Bah oui. Ah, pas forcément, hein. Non, mais il avait accepté la présidence d'honneur. Il y a une photo d'ailleurs qui a été publiée dans Kim il y a de nombreuses années où on le voit en train de flotter avec Lady Baden-Powell. Je me demandais, pardon, Oui. vous parliez d'un musée à Nancy Oui. qui est ouvert tout le temps. Ah non, non. Il n'est ouvert que les week-ends en été. C'est donc à Torre-Liotet. En fait, le musée est intégré au château du maréchal Lyotet, parce que le maréchal Lyotet avait accepté d'être président d'honneur des 3 mouvements scouts masculins donc dans les années 30. Donc, quand le château a été sauvé par la Fondation, on a eu la possibilité d'exposer nos trésors, enfin une partie de nos trésors, parce que et surtout on essaye d'être le plus exhaustif, enfin il n'y a pas on ne cache rien, enfin, sauf les insignes des scouts naturistes, mais parce qu'on n'a pas d'uniforme à eux en fait. Ou alors on rejoue le conte du roi est nu. Mais non, on a énormément. Pour aller demander des subventions au maire de Valence. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que c'est le naturisme a été philosophiquement aussi assez apprécié au tout début du scoutisme par certains chefs. En région parisienne, il y a eu un site naturiste qui s'est ouvert par 2 médecins qui étaient a priori éclaireurs de France. Parce que l'important, c'était de prendre la nature, de profiter de la nature et des bienfaits du soleil. Il y avait pas le côté malsain que maintenant on distingue mieux. C'était vraiment quand il y a des photos de Coubertin et d'Hébert, du commandant Hébert, qui a créé le parcours Hébert sportif parce qu'il était chargé du sport dans la marine et était copain de promo de Nicolas Benoît, ça aide. Ils sont en toge, léger, enfin le plus léger possible. Mais c'était pas une vision malsaine. C'était justement aérer, sortir de l'engoncement des vêtements de l'époque, du faux col à bidonner, et voilà, hein, et des 12 jupons en dessous des 4 robes. Non, mais c'est important aussi quand Pierre de Coubertin dit de toute façon aucune femme ne concourra jamais aux Jeux Olympiques. Il l'a dit quand même. Hein. Pourquoi les meilleurs peuvent se tromper? Non, mais les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Aussi. Non, il a beau avoir eu une influence. Déjà, de toute façon, et je le redis, je me répète, mais quand il trouve que le scoutisme, il n'y a pas besoin de promesses, il n'y a pas besoin de loi, il n'y a pas... Tu fais quoi avec ça dans le scoutisme? Les éclaireurs français ont fini par adopter la méthode scout. Ah oui, non mais... Après, quand il est mort. Bah ouais. Et les liens, et au tout début aussi, on voit bien les liens entre l'esprit militaire et l'esprit scout. Alors, Baden-Powell, il n'a pas fondé un mouvement scout pour être militaire. Il a fondé un mouvement scout pour former de bons citoyens. Dans son esprit d'anglais, pour former des bons
citoyens coloniaux, pour le bien de l'Empire, du Commonwealth. C'est ça qu'ils voyaient. C'est qu'ils voyaient 60% des gens qui voulaient s'engager dans l'armée à l'époque, qui étaient refusés parce que leur dentition était absolument infecte, qu'ils avaient régulièrement 5 grammes d'alcool dans chaque poche avec une veste de chasse, plein de poches. C'était des ivrognes, et que quand ils partaient en Inde pour servir le roi ou la reine, ils étaient incapables de tenir la distance en termes de santé. Donc c'était pas bon pour le bien du Commonwealth. Maintenant, ils voient aussi le bien-être. Baden-Powell, alors, question, et je crois que je l'ai déjà posée, la réglementation française de là-haut, est-ce qu'elle interdit l'alcool aux mineurs? Elle n'interdit pas aux alcools de boire de l'alcool, il interdit la vente. Alors, il interdit la vente, et on a le droit de donner de l'alcool aux mineurs dans des quantités correspondant à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire pas grand-chose. Et le mieux, c'est rien. Oui, non mais c'est quand même important de le dire. Dans les mouvements scouts, c'est interdit et c'est bien. C'est pas... Mais la réglementation dont je parlais en tout début, c'est bien ça. Il n'est pas interdit de donner de l'alcool aux mineurs. Il est interdit de le vendre. Ben oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font de la bouteille de Cointreau qu'ils achètent. Surtout s'il est seul avec sa bouteille de Cointreau. Mais voilà, ça c'est la réglementation. Ensuite, il y a les mesures intelligentes. Baden-Powell disait, est-ce qu'un scout fume? Non, un scout est intelligent. Bon, maintenant chacun a ses défauts, ce que dit Baden-Powell, ce qu'écrit Baden-Powell, c'est aussi, je dirais, extrémisme. C'est la marche à l'étoile. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand il voyait aussi, et je le répète, quand il dit on fume pas parce qu'il voyait les dents et déglinguer, que les soldats qui fumaient n'avaient plus aucune odeur, n'avaient plus aucun odorat pour suivre une piste contre les Zoulous ou contre les Ashantis, ça pouvait pas marcher militairement. Quand il dit moi je veux l'alcool, il faut pas boire d'alcool. Dans son esprit, et on le voit quand on le traduit, c'est l'alcool, le gin. Parce que boire de la bière, c'est ça, on n'attrape pas la typhoïde en buvant de la bière. Par contre, quand on boit de l'eau à Londres au début du siècle, on est quasi sûr de le choper. Donc, il vaut mieux boire de la bière que de l'eau. On tombe moins vite malade. C'est plus lent. Avoir une cirrhose, ça donne 20 ans. Avoir la typhoïde, ça donne 8 jours. Donc il vaut mieux, on doit tous mourir, mais le plus tard possible. Donc buvons de la bière. Ben oui, non mais c'est le souci. Par contre, le gin, c'était pas cher, parce que ça coûte rien à produire. C'est comme la goutte en France, ça fait des ravages. Parce que vous buvez... il faut savoir que les ouvriers au 19e et au début du 20e, c'était 5 litres de vin par jour. Mais c'était pas du 14 degrés, c'était du 9, 10. Bon, ça fait quand même 40 degrés en tout à la fin de la journée. Mais c'est pareil. La cirrhose, 20 ans, la typhoïde, 7 jours. Cherchez l'erreur.
Mais mes parents avaient des voisins à Nice. Leurs enfants ne buvaient, juste après la guerre, ne buvaient que de l'eau minérale. Ils n'avaient pas le droit de boire de l'eau. Ouais, les 4 enfants sont morts de la typhoïde. Bah oui, parce que un jour ils avaient soif et ils ont bu de l'eau dans une fontaine quelconque. Donc la boisson, le vin, la bière, pour BP, alors bien sûr c'est de l'alcool et bien sûr il ne faut pas en abuser, mais entre deux mots il faut choisir le moindre. Bon, surtout que le vin était servi dans les cantines scolaires jusqu'au milieu des années 50. Alors mon frère à l'hôpital, quand il s'est fait opérer en 56, il avait 12 ans, il avait sa topette de vin. Et comme son voisin de lit ne buvait pas, il avait 2 topettes. Et alors maman comprenait pas pourquoi mon frère lui demandait régulièrement du sucre. Parce qu'il buvait, il mettait du sucre dans son vin pour le boire. Bon, ça faisait 2 topettes par jour. Ça faisait 1 litre à 12 ans. J'ai jamais eu de vin, moi, dans les années 50, à l'école. Ouais, moi j'avais ma bouteille de lait. Absolument. Et j'étais très sage pour avoir le rab. Non. Après, quand il n'y en a plus, j'ai arrêté d'être sage. Hein. Merci Modeste France. Oui. Qui est remplacé par le lait. Ouais. Oui, mais là aussi, c'était pour aider à la fois les viticulteurs et ensuite les producteurs de lait. Ah bah ouais. Bien. Des questions sur le scoutisme? Ouais, à l'automne. À nos vaches, parce qu'on parle de lait. Oui. Je me demandais, est-ce que pour les uniformes des filles, est-ce que la jupe a été imposée ou a été longtemps imposée si elle l'a été? Alors c'était la jupe culotte au départ. Mais De toute façon, c'était interdit de porter un pantalon oui, aux femmes. aux femmes. Donc il fallait demander l'autorisation. Alors, un truc marrant, c'est que le foulard, c'est un attribut féminin, enfin, dit féminin, ne genrons pas les choses. Hein. Et la cravate, c'est un attribut masculin. Alors, les guides portaient la cravate et les scouts portent le foulard. Cherchez l'erreur. Ou non, il n'y en a peut-être pas. Hein. Non. C'est pas la peine. Et si tu veux aller plus en détail là-dessus, les guides de France en l'occurrence avaient la cravate et une tenue qui ressemblait plutôt à une tenue de ville. Ils avaient leur tenue de ville pour bien prêter à la vue de tout à chacun, mais elles avaient une tenue de camp. La jupe était un peu plus courte quand même, et elles avaient un foulard de camp. Parce voilà. que le foulard était utilisé à plusieurs choses. Donc, ça sert aussi de manille, ça sert plein de choses. Donc, il y avait vraiment cette distinction elles devaient bien prêter à la vue de tous et toutes. À une époque où les femmes, en 1923, il faut être honnête, déjà une association de femmes qui vont dehors dans la nature. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, mais ça passe quand même heureusement. Et donc, elles avaient vraiment cette notion de tenue différente. Mais je sais pas depuis quand elles peuvent porter un pantalon dans les mouvements scouts des éclaireurs. Je sais qu'il y a eu, moi je le vois dans les archives, des problèmes avec le blue jeans, ça c'est assez drôle à lire. Mais pour porter le pantalon, je pense que les années 60 pour les scouts et guides. Années 60, mais oui, les catalogues des tenues. Sur la réforme des années 60 pour les scouts et guides. Sur les dessins des éclaireurs de France, quand ils ont des unités féminines, en camp, les filles portaient des bloomers ou des shorts. Mais très courts. Pas au-dessus. Non, mais de toute façon, c'est pareil. Tu as des modes. Moi, j'ai retrouvé des photos des années 80 de garçons en short. C'est plus des shorts des commandos marines. Si, ça. C'est la culotte de velours. Ah oui, non, mais t'avais des culottes de velours qui n'arrivaient pas au niveau du genou, hein, qui montaient beaucoup plus haut. Normal, et puis dans les années 70,
c'est un mal. On est passé au pantalon, et puis curieusement, dans les années 80, ils sont revenus au short, ou à la culotte de velours. Alors que dans les années 70, c'était plutôt le pantalon qui avait cours. Oui. Tout comme les tailles des jupes ont varié avec les années. Ouais, Dans les années 70, c'était au-dessus du genou. Ah bah, en 40-45, elles étaient assez courtes. Il faut dire que si tu prends les dessins de Joubert dans le cérémonial de l'AGSE, C'était ce qui était je sais pas si c'était vraiment aussi court à 3-4 cm. Si, j'ai des preuves photographiques. C'était vraiment très court. Hein. Et c'est pas des dessins, c'est des photos. Mais c'est pareil, il ne faut pas voir le mal partout, ça choquait personne. Dans les années 60, on portait la culotte de velours, et puis point final, hein, et c'était comme ça. Mais il y en a même qui portent des culottes de cuir, alors... Ah bah, il paraît que ça arrache la peau, hein, quand même. Et si je ne dis pas de bêtises, jusque dans les années 2000, le pantalon était interdit aux femmes. Officiellement, oui, mais légalement, c'était... Oui. Mais bon, dans les années ça faisait 50, longtemps que la police... Dans les années 50, c'était la culotte de drap. Et quand il faisait froid, ça faisait des problèmes pour pouvoir marcher. Ah bah oui. Le drap, quand il fait froid ou quand il pleut, ouais. Aïe, aïe, aïe. Je sais, t'as de belles J'ai rougeurs. expérimenté. Ouais. Oui, c'est monsieur et madame. Oui, les louveteaux, c'est juste. Elle n'a pas chaud, ont une fille, Sandra. Sandra, elle n'a pas chaud. Bon, elle est nulle, elle n'est pas scout. D'autres questions ou d'autres demandes de précision? Profitez-en. Je suis là. J'étais tombé sur la gazette de des éclaireurs français en Grande-Bretagne. Oui. Est-ce que tu sais comment ils l'appelaient avant de découvrir le chambre à gaz? Sagaz. Sagaz, ouais. La gazette des éclaireurs français en Grande-Bretagne. Ah ouais, Sagaz, ouais. Bah oui, mais bon... T'étais peut-être pas très au courant de ce qui se passait. Non, pas trop, et puis... Il y a des... Comment dire des points historiques qui, malheureusement, se rencontrent un peu bêtement. Il y a des termes qu'on utilisait couramment à certaines époques qui, 10 ans après, commençaient à sentir pas bon. Bah, oui, non, mais il y a des choses... voilà. Si tu regardes les naissances en 44, tu as peu de Philippe qui sont baptisés Ça dépend. ou qui sont déclarés. Ceux qui sont nés avant juin. Oui, c'est ça. Et encore. Oui, ça dépend. Voilà. Mais voilà, il y a des choses qui sont un peu tristounettes, ça c'est sûr. Bon, mais moi, je suis impressionné par le nombre de photos, d'albums photos qu'on retrouve des années d'occupation, sous l'occupation de guides ou d'éclaireurs en uniforme. Absolument. Surtout parce qu'il y en a qui devaient être... tu pouvais faire ça chez toi quand tu savais à peu près comment tirer un noir et blanc, c'est pas très compliqué. Oui. On a appris ça chez les louveteaux. Oui, mais après, tu allais chez le photographe. Il suffisait qu'il y ait un Feldwebel qui recherchait ses photos. Au même moment, oui. Au même moment. Ah ben, on a dans nos archives, on a un album de la fête des jonquilles dans les Vosges, de Gérard May. Oh, c'était bien occupé, Gérard May. Un album photo d'un camp. C'est à 10-15 km de la frontière avec l'Alsace. Voilà, ouais. Mais à Paris, effectivement, à l'époque c'était Éclaireurs de France, les 3 groupes parisiens de l'Est parisien avaient formé le groupe Lutèce,
Et on a les photos, parce qu'on a publié au moment du cinquantenaire, et on avait les photos de garçons sans uniforme, effectivement, à cette époque-là. Et les éléments des trois groupes qui étaient restés à Paris avaient formé le groupe Lutèce. Et voilà. Et puis, il y a Pierre Dejean, par exemple, qui fut commissaire national éclaireur des éclaireurs de France à l'époque. Il est mort à Matauzen, je crois. Oui, non, On fait mais une résistance. il y a un acteur qui est Victor Linen, qui était Robert Linen, qui éclaireur de France à Paris aussi. Et lui, il avait une sale habitude, c'est qu'il descendait du train avant la gare, pour pas être contrôlé. Sauf qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait à la gare de Cassis pour le prévenir qu'il y avait les Allemands chez lui. Il n'a pas été prévenu, il est arrivé, il est tombé dans le piège. Et il a été assassiné sur la route des camps. Voilà, il y a des... Excellent acteur au demeurant. Oui. Mais il était possible, enfin, beaucoup dans les groupes parisiens, ils allaient camper dans des propriétés privées, oui, avec des murs. Enfin, ça a été pendant très longtemps la tradition, c'est d'aller camper chez le comte de machin, chez le baron de chose, enfin chez le marquis de truc. Donc le château avec des murs qui faisaient 2 mètres, 2 mètres 50. Bon, il était rare que les Allemands viennent, à moins qu'ils soient déjà installés dans le château. Dans ce cas-là, on n'allait pas camper, mais... Oui, c'est sûr qu'on n'a pas de traces de camp scout à Châteldon, chez Pierre Laval. Remarque, il y a une chose très curieuse. Les Italiens racontent que pendant la période où le scoutisme était interdit en Italie, il y a un groupe scout qui se réunissait dans le bâtiment où Mussolini habitait, sur la place de Venise, à Rome. Faut dire que c'était peut-être le dernier endroit où ils allaient les chercher. Bah, c'est ça, il n'y avait pas la descente de police qui arrive et t'as le voisin qui dit vous sortez tout de suite. Mais Duce, on n'a pas vu. Non, dehors. D'autres questions? On va poursuivre la conversation à table, peut-être. Voilà. Ouais. Ah bah oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup.